Hello, hello, Daddy Joe. Comment ça va? Ça va, et toi? Moi, ça va très bien. Ça va très bien. Avec toi, maintenant, je commence à rouler les R. Tu vois. Très, très, très bien. Très, très bien. C'est le côté libanais qui revient, qui revient. Eh oui. Comment vas-tu Ouais, aujourd'hui? je vais bien, et toi? Ça va, avec le froid qu'on aimerait bien qu'il se termine un jour pour avoir un vrai printemps. Avec le Liban, à ce moment-là, on a du beau temps, on a des fleurs, on a plein de choses. Ici, on Euh, a de la eh, neige, et puis Officiellement, on est toujours en hiver, jusqu'au 21 mars. Donc, officiellement. Sur le calendrier officiel. calendrier des saisons. Alors, Daddy Joe, Oui. tu es mon invité aujourd'hui pour qu'on parle du rôle du papa, parce que tu es toi-même aussi papa. Oui. Mais avant de te poser la série de questions que je pose à tous les papas que j'accueille dans ce podcast, euh, j'aimerais bien savoir un peu plus sur toi et ta famille. Raconte-moi un Ah, peu. sur moi. Moi, je suis libanais, d'origine. Euh, En 2005, j'ai quitté pour Dubaï. J'ai quitté le Liban pour Dubaï. Et bah, je me suis marié, j'ai eu un enfant. Euh, Et ben, 3 mois plus tard, on a découvert que ma fille a le syndrome du cri du chien. Donc, on a tout de suite pensé, c'est un syndrome orphelin, qu'on dit, une maladie orpheline, donc qui est rare, assez rare. Et on a décidé de venir au Canada parce que ben, l'aide est beaucoup mieux que le Liban ou que Dubaï. Donc, ça nous a pris 16 ans pour arriver au Canada. On a été rejeté 2 fois. Et la troisième a été avant le Covid. Et puis le Covid est venu. On s'est dit, merde, ça ne va pas, ça va pas passer. Et ben, en 2022, il, euh, on a reçu le papier pour dire, ouais, le médical, c'est dans 3 jours. Et on vous attend. Et ben, je suis ici avec ma famille, avec ma fille, avec sa mère. Et ben, on essaie de. Ça fait presque un an, quoi. On est là depuis décembre, depuis de 2023, oui. Donc, on commence une nouvelle vie. Et ma fille est heureuse ici. Donc, ça, c'est le principal. Bah, pour ceux qui nous écoutent, quand tu dis ici, c'est que t'es à Montréal, au Je Canada. suis à Montréal, exactement, ouais. Et j'accueille des papas d'un peu partout, puis c'est vrai Ouais, que voilà, ça c'est une nouvelle aventure, puis ça explique un peu le côté voyageur. Donc, ouais. puis t'as mentionné un peu les difficultés de papier que tu as pu avoir. Je pense qu'il y en a certains qui peuvent se reconnaître dans ces processus d'immigration qui peuvent durer un peu longtemps. Dis-moi, Daddy Joe, est-ce que tu étais prêt à devenir papa? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Euh, non, c'était la surprise. C'était un jour, ma conjointe me dit, devine quoi, papa? Et la première réaction, parce que j'avais pas saisi c'est quoi. Et je lui dis, mais de qui? Ça, c'est ton côté blagueur comme d'habitude. Non, ouais. Elle me dit, je suis enceinte, mais je lui dis, mais de qui? Parce que moi, je suis pas prêt. De même de quelqu'un d'autre. Et bah, on l'a pris tel quel et j'ai accepté la situation 10 ans plus tard. Disons. Ça m'a pris un bon bout de temps pour que j'accepte que je suis devenu papa. Ça m'a pris un long cheminement. Et je veux dire que vraiment l'acceptation et la prise en conscience et la prise de responsabilité d'être papa,
n'est venu que 16 ans après quand je suis arrivé à Montréal. Là, j'étais papa, j'étais présent, oui, mais être vraiment papa, pas seulement père, c'est la différence. Papa, c'est Daddy Joe, c'est bah, ici. Avant, c'était father. Non, father, non, mais. C'est intéressant que tu fasses la différence entre les deux. C'est quoi pour toi, par exemple, être papa et c'est quoi pour toi être père? Bah, être père, c'est biologique, ou c'est bah, c'est plutôt biologique. Parce que si on adopte quelqu'un, un enfant, on n'est pas son père, mais on est son papa. Donc, c'est une différence pour moi, en tant que Joe, c'est une différence que j'étais père biologiquement, oui, je suis père de Jamia, ma fille, mais papa, euh, c'est prendre soin, c'est prendre la responsabilité. C'est entre moi et moi-même, en fait. C'est, je crois pas que j'ai trop changé envers ma fille. Euh, mais c'est entre moi et moi-même le fait d'embrasser ce concept, cette responsabilité, ce titre. Tu vois, c'est un peu lorsque on est dans une compagnie et un jour on me dit, bah, tu es plus employé, tu es manager et tu n'es pas prêt. Ok. C'est ça, tu dis non, on chasse. Soit tu dis oui, mais tu n'es pas prêt. Et il y a plein de petites choses qui se passent qui, bah, qui vont à l'envers, quoi. Sauf que papa, je peux pas dire non, quoi. Est-ce que tu es content de ton rôle aujourd'hui de papa? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Maintenant, je suis papa à la maison, je m'occupe de ma fille. Le matin, je viens de la mettre l'autobus. Elle va à l'école. À 15 heures, je la ramène. Oui, c'est un peu dur de ne pas aller et avoir un emploi fixe et de revenir et travailler de chez moi. Mais l'honneur que j'ai d'être avec ma fille tous les jours, être papa à la maison, s'occuper d'elle et de, de la voir me regarder comme, parce que, en fait, ma fille, elle a 18 ans, mais ma fille, elle a le syndrome du cri du chat. Donc, dans sa tête, elle a toujours 2 à 4 ans. Euh, En tant que fonction moteur, pas trop. Elle est non-verbale. Donc, elle me regarde toujours avec un œil de 2 à 4 ans. Donc, c'est un peu lorsque les parents me disent que bah, ça court vite, les enfants grandissent trop vite et nous sommes au travail. Je dis, bah, moi, elle prend son temps. Donc, donc oui, mais le truc que je tiens à préciser, je ne suis pas papa ou daddy en général. Je suis papa de Jenny. Je ne sais pas c'est quoi être papa d'un enfant. Je vais utiliser le mot normal, mais bon, c'est un enfant normal. Donc, je suis papa de Jamie. Parce que être papa de Jamie à 18 ans, changer des couches, lui donner à manger, euh, la porter. Donc, c'est pas être papa avec l'évolution d'un enfant normal. C'est être papa de Jamie avec les besoins de Jamie. Donc, si toi, tu me donnes aujourd'hui un enfant, tu dis, toi, tu es papa, ça, c'est toute une nouvelle expérience pour moi. Mais pour moi, je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre entre ce moment de papa et en fait le travail? Tu arrives à trouver un équilibre avec tout ça?
c'est dur. Je suis en train d'arriver à cet équilibre euh, avec un coach qui m'aide. Je sais pas si tu connais. Bon, mais c'est un équilibre que j'essaie euh, d'arri- d'atteindre, disons. C'est pas évident. Tu sais, lorsque maintenant il est 9h, il est 9h30 du matin. Donc, on est en appel, mais d'habitude, c'est jusqu'à 10h. Je mets ma fille à l'autobus et je prends soin de moi. Donc, bonjour, je prends mon petit déjeuner, déjeuner, je commence à vivre ma vie après l'autobus. Donc, j'ai un besoin d'une heure de temps juste pour bonjour Joe. On enlève le daddy de côté, bonjour Joe, et on prépare Joe. Donc, c'est 10 heures déjà. Et déjà, vers 2h, 2h30, j'ai l'alarme qui sonne. Et tout ce que tu fais, tu commences à, à me mettre de côté parce que à 15h, bah, ta fille arrive. Donc, déjà, c'est 4h, 4h30 de temps pour travailler. Et lorsqu'elle est à la maison, c'est une hypervigilance. Elle est non-verbale, elle ne marche pas. On a un baby cam qui est toujours là. Et j'ai toujours l'œil dessus. N'importe quoi pourrait arriver. Elle pourrait facilement tomber, prendre quelque chose, se nuire, casser quelque chose. On ne sait jamais. Ça, c'est pour l'anecdote. Donc, un jour, je me suis dit, elle est au lit, ça va, elle regarde sa télé. Moi, je vais passer aux toilettes. Normal. Donc, je passe aux toilettes. 10 minutes plus tard, je sors. Elle n'est pas là. Jamia, t'es où? Elle n'est pas là. Elle n'est pas au lit. Elle n'est pas à la salle de bain. Et je commence à ouvrir toutes les portes, les portes des armoires, même les petites armoires de la cuisine. Je me dis, bah, mais je commence à perdre la tête, quoi. Elle est où? Je commence à regarder en dessous du canapé. Mais elle est où? Et première chose dans ma tête, quelqu'un est venu et l'a pris. Ah bah, parce qu'elle elle était enlevée, quoi. Et, et- et après, je sors de la maison et je remarque qu'il y a 4 sorties de secours. Et les sorties de secours, il y a tout de suite un escalier. Donc, si Jamia était sortie et a poussé la porte, elle pouvait très facilement tomber des escaliers. Je regarde les escaliers et dans ma tête, je vois l'horreur que je pourrais voir si elle est tombée. Et je vois rien. Donc, ok, je reviens, elle était enlevée. Je descends, nous sommes au troisième, je descends au deuxième, et je vois un de nos voisins qui a la tête, qui pense, qui est préoccupé. Et moi aussi, il dit bonjour, bonjour. Il dit, est-ce que tu cherches une fille? Enfin, c'est une question qui est. Il m'a dit, oui, ma fille. Il dit, oui, et elle est en bas. Il dit, en bas. Donc, je descends. Il m'a dit, en fait, on a appelé la police. Donc, je vois 2 policières et 2 femmes qui regardent ma fille et qui, lorsque j'arrive, me disent, elle a un problème mental, n'est-ce pas? Je dis, bah oui, c'est normal, vous la voyez, elle est en couche, elle est en train d'être devant l'ascenseur, elle est perdue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sa maman était allée faire des courses et, et en ce moment, elle a dit, maman, parce qu'elle veut aller pour voir sa maman. Donc, elle a ouvert la porte et je n'avais pas fait fermer la clé. Donc, elle est partie, elle est arrivée à l'ascenseur, elle a pressé le bouton, elle est rentrée, elle ne savait plus quoi faire. Donc, par hasard, c'est le voisin que j'ai rencontré qui avait pressé le bouton, elle est descendue. Et lorsque l'ascenseur est ouvert, elle est sortie. Ben, elle est que c'était ici, quoi. Et elle sort, et elle s'est rez-de-chaussée. Euh,
On venait d'arriver à l'immeuble et bah, elle ne savait plus quoi faire. Alors, ce qui est marrant, c'est que les policiers me demandent le nom de ma fille, Jamia, le numéro d'appartement de Jamia. Elle ne demande même pas ma carte d'identité. C'est qui, moi, mon nom, il montre le numéro de téléphone, rien. Ah, vous êtes papa, ok, prenez-le. Je pouvais être quelqu'un qui l'a enlevé, quoi. Le kidnappeur. Donc, depuis, on fait bien la part. Donc, je te dis, ça, c'est Joe, papa de Jamie, hein, qui est toujours alerte parce que Jamie, elle peut faire du n'importe quoi. Ça me fait penser à un moment de panique de papa que j'ai eu quand Siméon était petit, puis on était à Décathlon. Puis à un moment donné, bah, Siméon, il courait là, puis boum, il est disparu. Et là, tu te dis, mince, il est où? Puis t'as ton cœur qui bat, t'imagines des trucs dans ta tête, puis t'essayes, tu dis, Décathlon, c'est énorme quand même en France, c'est pas juste une allée. Moi, mon réflexe, c'était d'aller à la porte. Je suis allé direct à la porte, en fait, du magasin. Je me suis dit, s'il sort ou si quelqu'un sort avec lui, on le saura. Puis Ouais. Charlotte était là, elle cherchait, puis je lui ai dit, moi, je surveille l'entrée-sortie. Et c'est euh, c'est assez marrant parce qu'on l'a retrouvé comme 5-10 minutes après, parce que lui, comme Décathlon, il y a beaucoup de jeux à droite et à gauche pour tester Ouais. les activités sportives ou les équipements. Ouais, il était parti jouer à un endroit, mais il suffit vraiment parfois d'une fraction de seconde tu tournes ta tête, puis il y a juste à faire un mouvement. Mais ça, c'est le moment de panique que j'ai pu vivre avec mon fils. J'avais vu au Liban une publicité qui m'a marqué il y a 20 ans. C'était un enfant qui était perdu dans un parking de voiture. Il était perdu, il cherchait sa maman. Et une minute entière ou 50 secondes montrer cet enfant qui est perdu, qui recherche ses parents. Et à la fin, un message qui dit, cet enfant a perdu sa mère. Et à la fin, la maman est venue, quoi. Rapidement. Cet enfant a perdu sa mère pendant 10 minutes. Il y en a d'autres qui ont perdu leurs parents depuis qu'ils sont nés. Et c'était une pub pour un champ d'orphelins. Et c'est un truc qui m'a marqué parce que bah, cet enfant qui recherche tout. Et lorsque je cherchais ma fille, j'ai senti ça. J'étais, qu'est-ce que je fais sans elle? C'est, c'est ma fille, c'est ma raison de vivre. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, pour un moment, j'étais cet enfant qui cherchait, bah, ma fille, mais cet enfant qui cherchait euh, la raison de vivre, qui cherchait, qui se cherchait, quoi. Qui cherchait la raison pour laquelle il tient à la vie. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es devenu papa? Ma raison de vivre a changé. Jamie a toujours eu une nanny euh, à Dubaï. Donc, il y avait quelqu'un qui s'occupait de Jamie. Le fait de m'occuper de Jamie m'a fait sentir à quel point elle est dépendante. Et la responsabilité de son bien-être, il est avec moi. Oui, avec sa mère aussi, mais avec moi parce que je suis papa à la maison. Et je ressens ce que ressentent plein de parents qui sont parents à la maison, plein de mamans, ce que ma maman a ressenti lorsqu'elle était avec nous, lorsqu'il y avait les bombes qui descendaient, mon père qui travaillait, qui était en Égypte, elle avait deux enfants, on était en pleine guerre civile, il y avait des bombes qui descendaient, et et si elle, elle ne trouve pas les deux enfants, elle nous criait pour dire descendez à l'abri. Si elle ne les trouve pas tous les deux, bah, c'est ce que j'ai vécu un peu. Hein. C'est wow, vous êtes où? Votre
en anglais, votre safety, Sécurité. votre sécurité, c'est ma responsabilité. Pas parce que vous êtes tombé sur moi et que je suis responsable, mais parce que j'ai choisi de vous avoir. J'ai choisi d'être papa. On choisit d'être maman et papa. La différence, c'est que, maintenant que je le dis ça, c'est père, des fois on le choisit, des fois on le choisit pas. Mais papa, on le choisit. Et ce choix, bah, il m'a donné une Une- ligne assez droite. ta fille, elle s'appelle Jamia. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce prénom? Oui, je voulais le dire avant, mais je me suis dit, mais je connais Abim assez bien. Il va me poser la question, donc j'attends. Bon, c'est Jamia. Euh, J'avais un frère qui est décédé en 2001. Son nom est Jean-Marc. Donc, on avait pris le JM de Jean-Marc pour garder un peu le nom. Et donc, on a le J et le M. Et après, je me suis dit, bah, tu sais, c'est comme le point CA ici, il y a aux Émirats Arabes Unis, il y a le point AE, Arab Emirates. Et je me suis dit, OK, elle a été conçue aux Émirats, donc J, point AE, J. Et j'avais le J, M, et, euh, et Mia, ça veut dire le mien, mon. Et le J, J-A-E, c'est la femelle du Jaybird. Euh, le, euh, c'est l'oiseau qui a un bleu ici. On reconnaît pas facilement. Donc, la G en français, G-E-A-I. Donc, Jay, ou Mia, c'est mon petit oiseau. Et ce qui est marrant, c'est que Jamie a une toute petite bouche. Elle ne mange pas beaucoup. Et lorsqu'elle mange, elle fait ça. Donc, Fait un c'est, bec. ça fait un bec et ça fait le petit oiseau qui attend à être nourri par la maman. Donc, à chaque fois que lui donne à manger, je le regarde, bah, c'est Jamie, hein. C'est un petit oiseau qui attend à ce qu'elle soit nourrie, quoi. C'est vraiment une histoire un peu plus très particulière par rapport à ce qu'on a l'habitude de trouver des choix de prénoms. Cette combinaison-là, en plus, C'est pas parfois je choisi, me j'ai demande, créé. non, non, c'est créé parce que parfois je me demande, il y a des gens, quand tu vas enregistrer ça, le prénom, ils te disent, bah oui, mais il n'existe pas ce truc-là. C'est, en plus, je parie qu'il n'y a pas d'autres prénoms de ce genre-là. Ça va être, elle est unique comme ça, Jamie. Est-ce que tu as déjà vécu des moments de doute en tant que papa? En tant que papa, Oui. non. J'avais 16 ans de doute. J'avais assez de temps pour douter avant. Donc, j'ai déjà fait mon cheminement de doute pendant 16 ans. Je l'ai fait déjà à la première fois où elle m'a dit qu'elle était enceinte. Donc oui, le doute était là pendant la plupart du temps de la vie de Jamie, dans les dernières 15 ans de ma vie. Mais depuis que je suis papa, non, non, pas du tout. Pas un seul moment. Pas un seul moment. Est-ce que tu es fier de ta fille? Bon, oui, je suis fier de ma fille et je ris parce que ouais, je suis un adepte de l'humour noir. Et il y a un truc qui me vient à la tête et je le dis euh, sans offenser qui que ce soit. Sa mère vient un jour me dire, elle est fière de notre fille. Ah, ma fille, elle est Star of the Week, l'étoile de la semaine. Ah, ma réaction, c'est, est-ce que tu as vu les autres? Donc, c'est juste pour rigoler.
Mais, mais, mais oui, même s'il a des enfants comme elle est toujours Star of the Week. Et après, mais j'ai dit à sa maman, mais elle peut être Star of the Week une semaine oui, une semaine non, chaque semaine, elle est toujours Star of My Life. Donc, ça change rien. Donc, tout ce qu'elle peut avoir comme certificat Star of, ça va pas être mieux que Star of My Life. Donc, Est-ce qu'il y a quelque chose en elle que tu aimes, des moments que tu passes avec elle, des, des mots, des regards, des choses comme ça qui te touchent? en fait, parce qu'elle est non-verbale, euh, on ne sait pas, elle ne sait pas exprimer ce qu'elle ressent, ni physiquement, ni émotionnellement. Mais des fois, elle sort des mots comme, parce qu'on lui parle en anglais, parce qu'on a dû choisir une seule langue lorsqu'elle était née, parce qu'on nous a dit, elle ne va pas pouvoir assimiler plus qu'une langue, ce qui est faux. Parce que maintenant, je lui parle en libanais, elle comprend, et à l'école, elle est en français, et elle comprend assez bien. Donc, elle comprend, oui, elle ne sait pas s'exprimer, non, mais elle comprend un peu les commandes basiques. Mais lorsque je la mettais au lit, depuis que j'étais papa, je lui disais, Good night, Jamia, I love you. Et Jamia parle avec des voyelles. Et elle me dit, ah ouh, c'est comme le I love you. Et moi, je dis, bah, est-ce qu'elle m'imite, elle fait quelque chose? Elle me dit, I love you. Je fais, oh, ok. Et, et je me suis dit, mais elle m'imite. Et 2, 3 jours plus tard, je lui donne à manger. C'est rien à voir avec me mettre au lit. Elle termine, elle me dit, ah ouh. Donc, ouais, c'est des moments où elle, elle, elle me surprend parce qu'elle fait des choses dont on ne s'attend pas. Et, et surtout qu'elle comprend le concept de I love you. Elle comprend le concept que je t'aime, papa. Merci, je t'aime. Quoi, quoi que ce soit dans sa tête, c'est l'amour est un concept. C'est un gros concept, quoi. C'est une belle émotion. Donc, pour un enfant euh, que je croyais qu'il n'arrivait pas à comprendre des concepts pour me dire je t'aime, parce que lui avais donné à manger, ça, c'était un moment où sa mère et moi, on a réalisé tous les deux que peut-être qu'elle comprend beaucoup plus qu'on croyait qu'elle comprenait. Juste parce qu'elle ne sait pas s'exprimer, ça veut pas dire qu'elle comprenait pas. Et j'ai commencé à parler avec elle normal. Je lui dis, elle porte ses habits, mets ton pied ici, et elle le fait. Avant, je prenais son pied et je le mettais dans le pantalon. Maintenant, je lui dis, mets ton pied. Des fois, elle me regarde comme ça parce qu'elle a l'habitude que quelqu'un le fasse pour elle. Elle me regarde ça quand elle saisit que je ne veux pas le faire, elle le fait. Bon. Mais, mais elle comprenait tout depuis le début. C'est juste que si quelqu'un le fait pour moi, mais pourquoi pas? Donc, elle a été habituée à la dépendance. Et là, ma fille, elle est en train d'être beaucoup plus indépendante. Je l'appelle euh, My Little Independent Lady. Parce qu'elle fait des choses, elle marche dans l'appartement, elle marche comme elle veut, elle va, elle prend le pain, elle ouvre le frigo comme si elle allait faire sa tartine, quoi. Elle ne le fait pas, elle le prend, elle le donne à sa maman, à son papa. Mais, mais en fait, lorsqu'elle sort, lorsqu'elle marche, Jamie a des fois une mémoire visuelle qui m'étonne. Elle peut être dans son lit. Elle sort de sa chambre.
vient à un endroit précis de la maison pour trouver son doudou, elle a un petit panier qui est mauve, elle sait exactement où il est. Elle se rappelle dans sa tête. OK, il est où? OK, elle visualise et elle va le chercher. C'est pas qu'elle le cherche. Elle vient direct là où il est. Et nous, on prend une clé 5 fois par jour. C'est touchant ce que tu racontes parce que c'est comment on est face parfois à des cas comme ça qu'on peut, on va dire, qu'on peut considérer des cas de maladie, des handicaps qui peuvent être, on va dire, lourds, et puis comment, à certains endroits, on peut les traiter, que ce soit au Liban, à Dubaï ou ici. Je sais que il y a un accompagnement quand même à certains endroits pour dire, bah tiens, bah, il y a quand même quelque chose derrière qui peut nous dépasser notre propre compréhension. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'elle comprend 3 langues? Bah, j'ai un enfant là de 4 ans, je me rappelle quand un cousin belge, lui, il est libanais, marié à on va dire une Espagnole. Ils parlent pas espagnol, mais leur langue commune, c'est le français. Leur enfant de 4 ans parlait déjà 3 langues. Libanais avec son père, parce que la mère ne parle pas libanais, espagnol avec la mère, parce que le père ne parle pas espagnol, puis il parle français avec les deux. Mais quand il est fâché de l'un ou de l'autre, bah, s'il est fâché de son père, bah, il parle espagnol, le père ne comprend pas, et inversement, tu vois, c'était assez marrant. J'ai passé une semaine avec eux, je lui ai dit, c'est fou quand même, que comment, on va dire, le cerveau de l'enfant est une éponge pour absorber beaucoup de choses. Et c'est vrai, est-ce qu'on leur donne l'occasion aussi de le faire? En tant que parents, on veut les protéger, on veut leur sécurité, on veut que tout se passe bien, au point que parfois, on peut peut-être les étouffer. On veut toujours faire des choses à leur place parce que c'est mieux tel que nous, on le pense. Puis on leur donne pas cette dépendance, on va dire cette indépendance, en fait. On leur développe une dépendance. Et c'est vrai que ce que tu me racontes, de dire elle se lève, elle va et tout, ben c'est une certaine fierté, je trouve. Je dis: «Elle est capable de le faire», donc tu le regardes différemment, tu lui parles différemment. Moi, j'ai jamais parlé avec mes enfants quand ils étaient petits de, «Ah oui, ouais, ouais, machin», comme on parle en famille. Ouais. Non, moi je parlais normalement avec eux, et pour qu'ils entendent les vraies phrases, les vrais mots, qu'est-ce que ça signifie ou autre, donc je bah, je suis content de ce petit partage, que je connais un Oui, peu de Mia, puis ça me fait quelque chose moi aussi. c'est ça, oui. J'ai remarqué que, en fait, en, en voulant être dans notre zone de confort, des fois, on limite les autres. Que ce soit, on limite ici, dans notre tête, que ce soit nos enfants, nos collègues, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dès qu'on voit des signes qui ne sont pas comme les nôtres, on les limite à, à ce, à ce comportement. Alors que bah, ça, c'est un comportement. Limiter une personne à un comportement, c'est vraiment... C'est juste parce que nous avons besoin de généraliser et pour notre zone de confort. Et je parle en général parce qu'on on est tous coupables de ça à un moment ou à un autre. On a limité quelqu'un juste parce que le comportement nous avait montré quelque chose d'autre. Et c'est ce que j'avais vécu avec ma fille. Je l'avais limité dans ma tête. Donc maintenant, je limite plus. Donc pour moi, c'est un moment toujours, elle lui donne à manger dans des moments spécifiques. Elle donne à manger. Euh, Lorsque sa maman a faim, elle lui donne à manger. Alors que moi, je lui pose la question, est-ce que tu veux manger? Et si elle dit non, ben non. Et sa maman vient me dire, elle me dit, pourquoi tu n'as pas donné à manger? Ça fait tout ça. Elle ne veut pas manger. Comme si elle savait si elle voulait manger ou pas. Non. Maintenant, elle doit manger, elle doit manger. Je dis, non, si elle ne veut pas manger, parce que si un enfant se réveille à 9 h du soir, à 21 h, et il décide d'aller
à la cuisine pour dire je veux manger. Un enfant qui dit je veux manger, il peut aussi dire je ne veux pas manger. Donc, si elle arrive à dire, à nous faire comprendre que je veux manger, lorsque je lui pose la question est-ce que tu veux manger, elle dit non, ben, il faut respecter ça. Joe, comment as-tu évolué personnellement grâce à ton rôle de papa? Je, j'étais quelqu'un d'assez impatient. Et je suis assez rapide dans ma tête. Donc, lorsque je parle aux autres, d'habitude, je veux qu'ils me comprennent facilement. Après, j'ai fait une formation de coaching, mais même avec la formation de coaching, je préfère les personnes qui me comprennent rapidement que les personnes qui n'arrivent pas à me comprendre. Mais en fait, j'étais pas papa pendant 16 ans parce que j'arrivais pas à communiquer avec Jamie. Et j'arrive pas à comprendre comment je vais, euh, en anglais, on dit dumb myself down. Comment je vais descendre au niveau de pensée de Jamie que je pouvais pas le faire. Et j'ai réalisé que c'était pas ça. C'est juste que je devais lui donner son temps. Je reste tel quel et Jamie va venir, va arriver. On n'a pas besoin de changer pour l'autre. On a besoin de prendre le temps de connaître l'autre. Et ça m'a changé. Mais ça m'a changé beaucoup, quoi. Ça m'a changé une perspective de vie euh, qui m'a fait attendre. Attendre, euh, tu parlais des conseils de papa que j'aimais le plus. On va revenir à la fin. Mais on va attendre l'autre pour qu'il comprenne, pour qu'il grandisse à sa façon, euh, son évolution euh, à son rythme, pas juste au mien, pas juste au nôtre. Et avec Jamie, du moment où je réalise que si je prends sa main et je veux, disons pas brusquer, mais mettre sa main dans le manteau, c'est ça. Mais si je suis plus calme, je dis ok, je prends sa main doucement, elle ouvre sa main, elle va dans le manteau. Donc, le temps que je suis avec elle, oui, mets ta main dans le manteau, on va rater le bus. Si je prends un peu plus de temps au début, je veux dire, et maintenant, on va mettre la main dans le manteau. Oui, elle va prendre un peu de temps pour le mettre, mais elle le met et le temps que j'aurais pris est beaucoup moins que le temps que j'avais, que je prenais en voulant faire ça vite, quoi. Donc, prends son temps. Prends son temps de retrouver l'autre. J'aime ce que tu racontes, et puis ça me fait comme une prise de conscience parfois que les gens ou les personnes qui ont des besoins particuliers, ils sont mis dans une catégorie en particulier. Et puis, c'est parfois, en t'écoutant, je me dis, parfois c'est, c'est, euh, c'est important de prendre conscience qu'on a des rythmes différents. Il y a des gens qui peuvent aller vite, mais il y a aussi la patience aussi d'aller au rythme de certaines personnes. Toi, tu le fais en tant que papa avec Jemia en disant, bah, ça, c'est son rythme. Mais ce que j'aime à travers ce que tu dis, c'est que tu crois aussi en elle. Tu crois qu'elle est capable, avec sa propre capacité. C'est dire, bah, elle est capable. Elle prend peut-être 1 heure pour mettre sa main dans le manteau, mais elle le fait. Et c'est ça que je trouve génial. C'est que c'est d'y croire aussi en l'autre. Tu sais, Habib, en tant que coach, on fait face à ça tout le temps. Moi, je voulais pas être coach de vie quand je fais de mon PNL. Je voulais être coach d'affaires parce que dans ma tête, lorsque je travaille avec des entrepreneurs, ils savent où ils vont aller, donc ça va aller plus vite.
Et coach de vie, mais j'ai pas la patience d'écouter les problèmes des autres. Et, et je réalise de plus en plus, en étant papa de Jamie Hill, euh, que je me plais beaucoup plus à être patient, à écouter euh, comme coach de vie plutôt que coach d'affaires. Quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, quelqu'un qui a besoin de grandir à sa façon, de grandir lentement mais sûrement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de devenir papa? Je veux dire la phrase en anglais, et je le traduis. There is no amount of planning that will prepare you for the first encounter. Donc, ça, tu peux planifier quelque chose pendant longtemps et te préparer pendant longtemps. Mais le premier impact, le premier contact, il va te faire apprendre beaucoup plus que toute ta préparation. Oui, je suis prêt, j'ai lu plein de bouquins, j'ai lu des livres, j'ai lu sur le cuisine du chat, j'ai lu le coaching, l'écoute active, plein de trucs. Et c'est lorsque j'étais en contact avec ma fille que j'ai appris le plus. Donc, quoi que j'ai appris avant, elle m'a réappris quelque chose d'autre. Parce que j'étais ouvert à apprendre. Donc, est-ce que je voulais apprendre quelque chose avant? Je pourrais dire, je vous donner une liste. Mais en fait, compte, je sais que même si j'avais appris tout ça, je l'aurais réappris avec elle. Moi, mes enfants sont mon laboratoire. Ils sont des cobayes où j'apprends des choses, mais ils m'apprennent aussi des choses. Ils m'apprennent Les conseils de papa. Mais de les conseils de conseils. papa viennent de là, quoi. Mais ça, c'est un truc auquel j'avais jamais pensé que ça va devenir un truc comme ça. Puis ça me plaît, et puis je vois l'impact et la valeur, en fait, de faire ça, de partager, de donner on va dire, des, des- des connexions, des histoires, des vies des uns et des autres, parce que on a des images qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, mais la réalité de chacun, on se rend compte que même ta réalité qui n'est pas la mienne, mais on a des points communs. Peu importe, on va dire, l'âge de nos enfants, de comment ils sont, de comment ce que nous vivons, nous, en tant que papa, c'est en tant qu'humain, en tant de connexion qu'on peut avoir, des défis, des doutes, des moments on va dire, de joie, de fierté et d'autres. Donc, est-ce que tu as rencontré un défi particulier? Quel est ton plus grand défi que tu as rencontré en tant que papa? De, de communiquer avec ma fille. De communiquer avec quelqu'un de non verbal. Donc, c'est pas seulement non-verbal, c'est un non-verbal avec limitation mentale. Donc, parce que c'est non-verbal, je ne connais pas sa limitation. donc, donc, si elle était verbale, j'aurais compris, ah, ok, elle est là. Mais là, quand je dis, elle a 2 à 4 ans dans sa tête, c'est une estimation d'ici, hein. Il y a, il y a pas, il y a pas, il y a aucune euh, étude qui peut se faire avec un non-verbal qui a euh, un, un handicap mental pour savoir c'est quoi son handicap mental vraiment. Tous les IQ tests, tous les trucs, elle ne peut pas s'exprimer pour le dire. On ne sait pas. On ne va jamais savoir. Je ne vais jamais savoir quelles sont les capacités mentales de Jamie. Je dois juste, comme tu l'as dit, je dois juste croire en elle. Ça, c'est le plus grand défi. De croire en quelqu'un. Je sais qu'elle a un handicap, mais de croire que malgré son handicap, on va pouvoir se connecter, on va pouvoir communiquer. C'est de croire en elle. C'est ça, le plus grand défi. C'est au lieu de contrôler sa vie, au lieu de faire des choses pour elle parce qu'elle ne peut pas les faire, de prendre la patience et
de croire en elle et de dire, bah, elle va le faire. As-tu une personne, un film, un livre que tu as lu qui t'a influencé en tant que papa? Il y a une chanson. Ok, je rajouterai ça aux prochaines questions. La prochaine fois que je poserai cette question-là, je rajouterai une musique, une Et chanson. en fait, il y a deux chansons. J'avais 20, 25 ans, peut-être. J'ai écouté une chanson de Linda Lemay, qui est bon, québécoise. La chanson, ça s'appelle Ce que l'on met au monde. Et elle dit, ce que l'on met au monde ne nous appartient pas. Et elle raconte une histoire pour dire, bah, tous les parents disent, je veux avoir mon enfant qui est spécial, vraiment qui est spécial, qui soit différent des autres, qui soit unique. Et elle regarde son enfant, elle dit, mais et toi, tu es unique. Tu es venu à la vie et tu es différent. Tu n'es pas comme les autres. Et tu vas être différent toute ta vie. Et tu vas être toujours avec moi. Et les parents qui disent, ah, on ne veut pas que notre enfant quitte. Et toi, tu vas être toujours avec moi. Et elle finit à la fin par une phrase qui dit, je donnerai tout pour que tu sois comme les autres. Parce que, oui, j'accepte Jamie. Oui, je l'aime. Mais est-ce que j'aurais pas voulu savoir comment Jamie aurait pu être? Là, je suis en jumelage avec grand frère, grande sœur. Je parle à un jeune, jumelé avec. Il me dit, mon anniversaire, c'est en avril. Je vais avoir 18 ans. Ma fille a 18 ans en janvier. Je lui change ses couches. Alors que je parle avec un jeune de 18 ans à propos d'entrepreneuriat. Je- J'ai arrêté comme ça, je me posais la question, mais si ma fille était comme les autres, j'aurais parlé entrepreneuriat avec elle. Elle aurait pensé, qu'est-ce que je vais étudier au cégep? Je sais pas. Je vais jamais savoir. Mais c'était une chanson qui m'a marqué avant même d'être papa, avant même d'être père. Et qui me marquait toujours. Je disais, elle, elle est vraiment poignante. Et lorsqu'on a su à propos de Jamia, la mère de Jamia qui me dit, toi et ta chanson, tu es content maintenant? Euh, et après, j'ai rencontré une autre chanson que j'ai rencontrée parce que chacune de ces chansons, c'était une expérience de vie. Elle s'appelle Welcome to Holland. C'est en anglais, mais elle dit, imagine-toi que tu prépares un voyage en Italie. Le Colisée, la Tour de Pise, je sais plus quoi, Léonard de Vinci, Chapelle Sixtine. Tu as tout préparé, le voyage dans ta tête, il est clair. Tu es dans l'avion, tu dors un peu pour te reposer, et tu te réveilles. Welcome to Holland. Je dis, bah, non, c'était pas là que je voulais. Et, et tu prends une pause et tu as deux choix. C'est soit tu dis, mais je veux pas aller en Hollande, moi. Je veux aller en Italie parce que ça, c'est mon plan. Ou tu peux dire, bah, la Hollande n'est pas... C'est un pays que je pourrais découvrir. Et tu t'ouvres à la découverte d'un nouveau pays. Tu jettes tes plans, tu le mets de côté. Pour certains, peut-être ils peuvent planifier un autre voyage en Italie, un autre enfant. Mais Jamie, c'est ma Hollande. Et j'ai découvert la Hollande. Daddy Joe, Oui, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans le fait d'être papa? des possibilités. C'est d'inspirer les autres. Des possibilités. Euh, tu sais, c'est pas juste d'être papa de Jamie Habib. Tu connais un peu ma vie. Divorce des parents, mon frère est décédé, ma fille, diabète, quand j'avais 30 ans. Il y a plein de trucs. Et à chaque étape, je me montre à quel point je suis résilient. Et lorsque j'écoute d'autres qui parlent de problèmes,
J'ai dit, je peux être là pour toi. Et tu peux être là pour toi-même. Parce que dans 50 là, tu vas regarder derrière toi et dire, j'ai fait un beau bout de chemin. C'est comme l'escalade, tu vois. Lorsque tu fais l'escalade, il te demande, ne regarde jamais en bas. Tu regardes où tu vas. Tu montes. Et lorsque tu arrives au sommet, tu te dis, ouf, j'ai fait un bon bout de chemin. Et c'est ça, quoi. C'est ce que j'aime le plus, hein, le fait d'être papa. Lorsque je regarde, j'ai 18 ans avec Jamie, hein. C'est pas elle est née hier. Ça fait 18 ans qu'on fait ça, quoi. Avant, ça fait 16 ans que je regardais les autres faire. Mais là, maintenant, je le fais. Et je regarde, moi, c'est bien. Je suis fier de moi aussi. Tout à l'heure, tu parlais de ton désir de, d'imaginer ce que ta fille aurait pu être Oui, à l'âge de 18 ans, puis les discussions que tu peux avoir avec elle. ouais, Euh, Imagine que tu es en train de discuter avec elle, puis tu parles de la vie ou autre. D'ailleurs, tu peux peut-être éventuellement essayer de discuter avec elle, même s'il n'y a pas de retour. oui, 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 c'est vrai. Ça peut être intéressant. Tu me diras, hein, Euh, je si le fais. Je lui raconte des histoires. Je lui parle des fois. Je sais qu'elle ne comprend rien. Elle me regarde, elle rit. Mais je le fais tout le temps quand même. mais si tu as un conseil à lui donner, tu vois, dans la vie, Ouais. imagine par exemple que vous n'êtes plus là, les parents, ok? Mhm. Et que tu veux qu'elle garde quand même un truc ou un conseil de vie que tu veux lui transmettre, peu importe l'état, dans son état. Quel Ouais. conseil tu lui donnerais? Sois patiente avec ta mère. Elle t'aime, mais elle est aussi fatiguée. Tu sais, tu parles de conseil de papa. On a grandi avec l'image du papa stoïque, qui parle pas, qui s'exprime pas. Il y a toujours women power. Il y a toujours mère. Mais papa, ouais, on tout côté, on l'appelle lorsqu'on fait sortir les poubelles. Donc, et, euh, et donner une voix au papa et se connecter en tant que papa, c'est important. Mais du moment où je suis papa à la maison, je comprends ma mère. Et du moment où la maman de Jérémie est en train de travailler et revenir à la fin de la journée, elle est fatiguée, même s'il n'arrive pas à se connecter tout de suite avec sa fille parce qu'elle est fatiguée, ça c'est comme ça que je donne à Jamie. Ta maman elle est fatiguée, tu dois la comprendre. C'est peut-être les mêmes conseils que notre maman nous donnait à propos de notre papa. Est-ce que tu as reçu un conseil de ton propre papa que tu appliques aujourd'hui? Oui, en fait, moi je suis storyteller. Donc je suis coach de storytelling. Et ça a commencé avec mon papa, en fait, le storytelling. Parce que un jour, je travaillais avec une marque, j'avais construit une histoire, une histoire pour cette marque de parfum, de luxe, tout ça. Et c'est une histoire qui était vraiment inspirante. Et il voulait la mettre au marché d'Arabie Saoudite. Et il m'appelle, je suis au Liban, euh, et il m'appelle de l'Arabie Saoudite, il dit, mais l'histoire que tu as racontée, il y a deux parties, elles passent pas en Arabie Saoudite. Ah, et j'ai dit, mais c'est pas un problème. Tout de suite, c'est pas un problème. Alors, vous pouvez faire ça, 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 changer ça. Et 10 minutes plus tard, on a une histoire qui tient aussi la route, et qui est aussi inspirante, et qui change rien à l'histoire du parfum. Et je ferme, ça raccroche, et je dis à mon père, les gens, ils peuvent se noyer dans une goutte d'eau, quoi. Ça prend 10 minutes. Et il me regarde et me dit, si tu rencontres quelque chose que tu peux faire facilement dans ta vie, c'est une compétence que toi tu as. C'est pas une compétence que les autres ont en moins. Donc c'est quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer
Et si tu réussis à faire quelque chose mieux que les autres, ben, c'est un point de force. C'est pas leur point de faiblesse. Oui, mon papa, il lui arrive des fois de donner des bons conseils. Ah, ça arrive, hein, nos papas. Ça Ils arrive. sont des papas libanais stoïques, mais ils ont quand même de bons conseils. Donc, quel est le principe ou la valeur qui est la plus importante pour toi en tant que papa? Résilience. Je ne penserai pas à deux fois. En fait, euh, 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 je les mets en anglais dans l'acronyme FAR. If you want to go far in life. Freedom, adaptability and resilience. Donc la liberté d'être ouvert, la flexibilité, l'adaptabilité et la résilience. D'aller toujours, hein. Et ce, les trois concepts qui sont ensemble, qui m'amènent à aller plus loin. Quel conseil tu peux donner à un nouveau papa ou à un papa à devenir? Tu comprends rien. C'est le même conseil que j'avais donné à un ami à moi quand il m'a dit, parce que j'étais papa avant beaucoup d'autres de mes amis. Il m'a dit, c'est comment? Il m'a dit, écoute, le moment où tu vas tenir cet enfant dans tes bras, il y a une certaine pression qui va descendre sur ton épaule, qui va jamais te quitter. Parce que tu sais que la responsabilité de cet enfant, même lorsqu'il va grandir, même lorsqu'il va quitter, ben, c'est toi. Et il n'y a rien qui te prépare pour ça. Donc, commence ta vie avec l'enfant comme je comprends rien, je sais rien. Commence tabula rasa. Commence par rien, une page vide, et apprends. Apprends. Chaque, chaque enfant va t'apprendre beaucoup de lui-même. C'est comme avec tout le monde. Chaque personne va t'apprendre beaucoup d'elle-même. Mais si tu viens sans d'a priori, et surtout avec les enfants, on a un long chemin avec eux. Si on vient avec nos a priori, nos apprentissages, ce que maman nous a dit, ce que papa nous a dit, ce que je sais plus quoi, ce que je me rappelle lorsque Jamie est née, j'ai lu dans un livre, il faut que la température de la chambre soit 21 degrés. Bah, sauf que le guide était un guide canadien, là où ils ont des duvets. J'ai mis l'air conditionné à 21 degrés, tout le monde a gelé. Et, et sa maman et la grand-mère, quoi, la maman qui vient de dire, moi, on n'a jamais mis la température comme ça, c'est quoi tes bouquins? Et ma maman qui me dit, euh, Joe, mais qu'est-ce que tu crois qu'on est élevé deux, trois enfants comme ça, on ne sait pas ce qu'on fait? Et en fait, chacun d'eux a donné des conseils qui sont les siens, qui sont bien pour eux, dans leurs conditions, dans leur vie. Mais le truc, c'est que le plus on sait, le moins on sait. Hein. C'est Platon. Le Platon, je crois, Socrate. Ah, le Platon, Aristote, Socrate, Ah non. un des, le trio, quoi, qui a dit que bah, le plus je sais, le plus j'apprends, le plus je sais, le plus je sais que je sais rien. Donc, commence par rien savoir et apprends. Je t'avais, en fait, demandé d'aller, regarder le site de conseil de Ouais. Papa Ab et de voir s'il y a un des conseils qui te parle, qui t'inspire. Est-ce que tu as Oui, trouvé un? oui. Je ne rappelle pas exactement les mots, mais c'est un conseil qui parle d'un arbre. C'est un arbre ne pousse pas en un jour. Il y a une raison pour ça, trouve-la. C'est pas seulement un arbre qui grandit pas en un jour. Il y a, et un jour, c'est quoi? Un jour pour une mouche, c'est une vie, quoi. Et un jour pour un arbre, c'est rien pour un arbre de 4000 ans. Donc c'est quoi un jour?
Donc, pour l'arbre, ça a besoin de 4000 ans pour grandir. Là, les sapins qu'ils ont plantés avant l'hiver, je regarde, ben, ils sont les mêmes, les mêmes. Ils n'ont pas grandi, ils ont grandi 2 centimètres. Ils vont grandir dans 10 ans. Et Jamie, ça fait 18 ans qu'elle grandit, elle prend son temps. Et il y a une raison, parce qu'elle a besoin de ce temps. Ça, c'est la raison. Là, elle ne grandit pas en un jour parce qu'il a besoin de plus de temps. C'est tout. Ah, cette notion de temps. Moi, il y a une phrase que j'utilise souvent, que je partage avec certains, c'est que laisser au temps le temps de prendre son temps. Mais oui, On court toujours après le temps, mais en fait, quand tu regardes, tu te rends compte qu'on a tous le même montant de temps. La différence qu'on fait, puis c'est un des conseils aussi que j'avais mis, c'est que la seule différence, c'est que comment on l'utilise, comment on en profite. C'est ah, ce temps, j'ai jamais le temps. C'est une discussion qu'on peut avoir, le temps. Ah, monsieur mais Daddy oui, Joe. oui, oui, lorsqu'on me dit j'ai pas le temps, les- lorsque quelqu'un vient chez moi, il me dit j'ai pas le temps de faire ça. Je dis, euh, c'est me dire, c'était pas de ma priorité. Parce que le temps, c'est le temps. Et le temps que tu prends pour me raconter que t'as pas le temps, c'est un temps que tu pouvais faire quelque chose d'autre avec. Daddy Joe, le temps est quand même passé assez vite. C'est ça que j'aime dans les rencontres, c'est qu'on on voit pas l'heure passer. Puis avec les échanges qu'on peut avoir, les histoires des uns et des autres. Euh, Merci d'être ouvert aussi comme ça, de raconter ta vie de papa avec une situation particulière, mais aussi avec humour, avec une ouverture d'esprit, avec des moments d'émotion que je trouve que on va dire ce podcast-là, c'est ça aussi qu'on cherche. Des choses qu'on ne dit pas, on va dire facilement, ouvertement à n'importe qui. Mais c'est aussi des moments qu'on vit. Puis on essaiera peut-être de changer les têtes de papa stoïques qu'on nous a en fait éduqués avec dans nos cultures. Je te remercie pour ce moment-là, de ce partage. Puis je vais te laisser partir tranquille, là, te préparer pour Jamia, ou pas. Plutôt, ça sera de l'après-midi pour elle, mais au moins de prendre le temps aussi pour toi. Exactement. On enlève Daddy, on se concentre un peu sur Joe. Exactement. Exactement. Bah, merci beaucoup, mon Et ami. merci à toi, David, merci à toi, Papa, euh, pour cette plateforme, pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas eu pendant des décennies, qui n'ont pas eu le droit de se complaindre ou ou de dire c'est dur. Euh, et ça, ce sont mes défis. Ouais, donc merci. Je te souhaite de passer une belle journée aujourd'hui. Et toi aussi, toi aussi.